Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Alors, ça fait plus de 10 ans que l'ASBL Vivre comme avant, en partenariat avec la clinique du sein du CHU UCL Namur, des hôpitaux namurois regroupés autour de l'OHR et la Fondation contre le cancer, organise une journée autour du cancer du sein. Cette année, la situation sanitaire ne nous a hélas pas permis de la proposer dans sa forme habituelle, avec les conférences et les ateliers, mais nous avons souhaité néanmoins maintenir ce moment important de rencontre, d'échange autour du cancer du sein, en vous proposant aujourd'hui ce Facebook Live qui sera divisé en 2 sessions. Alors la première session, jusqu'à 11h, avec le Dr Donatien Taylor et le Dr Didier van der Stachel, nous permettra de faire le point sur le cancer du sein en 2021 et de vous faire part des améliorations thérapeutiques pour cette maladie. Elle fera un focus également sur des tests innovants visant à éviter les chimiothérapies et quelques nouvelles classes de médicaments. La seconde partie, qui débutera à 11h30 avec le docteur Thierry Janssens, abordera la maladie comme une invitation à prendre soin de la vie en nous et autour de nous, sous forme d'un dialogue avec le docteur Didier van der Stachel. Chaque session sera suivie d'une séance de questions et réponses et il y aura une pause de 30 minutes entre les 2 sessions. Alors, quelques petites informations pratiques avant de démarrer. Vous pouvez poser toutes vos questions pendant le Facebook Live via les commentaires, donc sous le Facebook Live en soi. Vous précisez peut-être pour quelle session vous la posez, à quel docteur vous vous adressez. Et étant donné le peu de temps dont on dispose, on ne va pas pouvoir traiter absolument toutes les questions. On fera un maximum, mais il y a peut-être des questions d'ordre plus personnel qu'on ne traitera pas ici, mais on vous répondra de toute façon. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions par la suite, vous pourrez toujours revenir vers nous, vers notre service Cancer Info, au 0800 15 801. Et nous nous ferons un plaisir, évidemment, d'y donner suite. Alors, nos 2 premiers orateurs sont avec moi pour vous exposer la première session et répondre aux questions qu'on posera en direct ensuite. Je vais d'abord vous présenter donc le docteur Donatien Taylor, qui est oncologue médical au CHU UCL Namur à Sainte-Élisabeth. Je vous propose d'en dire un petit peu plus sur votre parcours. Donc, bonjour à tous et merci pour cette excellente initiative. C'est un plaisir d'être ici. Donc, je suis oncologue à Sainte-Élisabeth, comme ça a été dit. Je suis à Sainte-Élisabeth depuis 13 ans maintenant. J'ai un intérêt tout particulier dans le cancer du sein, mais également dans le cancer digestif. Et je me passionne pour la recherche clinique dans le cancer du sein. Et donc, c'est pour ça que je vais essayer de vous montrer quelques petites nouveautés. Merci beaucoup. Et docteur Didier van der Stachel, vous êtes directeur médical et scientifique à la Fondation contre le cancer. Et c'est aussi un plaisir d'être avec vous pour cette 12e édition, en fait, parce que ça fait 12 fois que, avec Vivre comme avant, avec Sainte-Élisabeth-Namur, nous organisons ces moments d'information et d'échange. Ils ont toujours été très intenses par le passé et je suis certain que même sous forme virtuelle, ils le seront encore cette année. On se réjouit en effet d'aborder ce sujet avec vous. Alors, docteur Taylor, la parole est à vous pour votre présentation. Donc voilà, commençons dans le vif du sujet. Quelles sont les améliorations thérapeutiques en 2021 ? Donc, pour bien comprendre la présentation, un petit rappel théorique, c'est essentiel. Je vais ensuite aborder le concept de désescalade et d'escalade thérapeutique, très en vogue à l'heure actuelle parmi la communauté des oncologues. Et puis, enfin, quelques nouvelles molécules phares dont on parle beaucoup, avec un focus tout particulier dans le cancer du sein métastatique. Donc, je rappelle des choses qui sont peut-être très connues de la majorité des gens, mais c'est important, le cancer du sein, il faut savoir de quoi on parle. Il existe le cancer du sein qui est localisé, c'est-à-dire au niveau du sein ou éventuellement au niveau des ganglions qui sont localisés proches du sein, c'est-à-dire en axillaire ou en mammaire interne, et on peut éventuellement remonter jusqu'en sous-claviculaire. Ça, c'est le cancer loco-régional. On parle aussi parfois de stade 1 à 3, mais vraiment loco-régional, c'est important, versus le cancer qui est plus avancé et qui est devenu métastatique, avec une atteinte qui peut être de toute forme, soit ganglionnaire ailleurs, soit éventuellement avec des métastases au niveau du foie, au niveau du poumon ou au niveau des os pour les plus fréquentes. Les sous-types de cancer du sein, c'est important d'avoir ces petites bases pour comprendre comment est-ce qu'on choisit les traitements aujourd'hui. Donc les sous-types de cancer du sein, c'est
3 grandes catégories. Après, nous, on essaye d'aller un petit peu plus loin, mais à retenir les luminaux ou les hormonosensibles qui constituent la majeure partie des cancers du sein, environ 70%. Les HER2 amplifiés, on en parle moins, mais ils sont très importants, c'est 15%. Et enfin, le triple négatif qui représente 15% des cancers du sein. Je vais rentrer dans le détail pour mieux vous expliquer. Focalisons-nous d'abord sur les cancers du sein hormonosensibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous imaginez une cellule représentée par le cercle qui est devant vous et vous voyez ces petits récepteurs bleus qui sont à la surface cellulaire, qui sont des récepteurs hormonaux, comme des petites serrures sur une porte qui donne l'accès à une pièce. Et vous imaginez l'œstrogène et la progestérone circulantes que toute femme, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit plus âgée, possède dans son corps, qui vont venir se fixer sur ce récepteur hormonal. Ce complexe récepteur œstrogène va venir s'internaliser au sein de la cellule et ceci va engendrer une transcription de gènes et une prolifération tumorale. Donc, quelque part, les hormones dans ce contexte, dans ces cellules-là, dans ce cancer-là, agissent comme facteurs de croissance, comme engrais, si vous voulez. C'est évidemment ces cancers-là qui sont éligibles pour la fameuse hormonothérapie, qui est en fait un traitement qui va viser à exploiter ce récepteur afin de diminuer la croissance tumorale. Donc, soit on va inhiber le récepteur, soit on va diminuer la production d'œstrogène et de progestérone de manière à ce qu'il n'y en ait quasi plus qui circulent. Mais le final, c'est la même chose, c'est de diminuer la prolifération tumorale. Alors, parlons du cancer du sein débutant, donc le localisé ou le régional. On ne parle pas ici du métastatique. La première chose à faire, ça va souvent être d'opérer la patiente de son cancer du sein. À un moment donné, elle aura probablement de la radiothérapie, surtout si on a conservé le sein, et une hormonothérapie, la fameuse, pendant au moins 5 ans, et on verra que parfois on prolonge. Mais la question pertinente et qu'on me pose évidemment quand on arrive en consultation, c'est « Docteur, est-ce que je vais avoir de la chimio ?» Parce qu'évidemment, ça fait peur. Et la question, c'est si on a l'hormonothérapie, qu'on a déjà un traitement qui évite la récidive, pourquoi doit-on donner de la chimiothérapie? Pour quelle patiente? Pour quelle tumeur? Et surtout, pour quel bénéfice? Alors, avant 2019, en Belgique et partout ailleurs d'ailleurs, on choisissait nos indications de chimiothérapie en fonction des risques, en fonction du risque clinique, en fonction des données qu'on avait. C'est-à-dire, si la tumeur est plus grosse, si le nombre de ganglions est plus important, le nombre de ganglions atteints, on se dit que, et on le sait, c'est un facteur de risque pour la récidive. Ça peut être aussi parce que la tumeur est agressive. On a opéré et on voit que la tumeur a des caractéristiques agressives. C'est ce qu'on appelle le grade. Un grade élevé a un plus haut taux de récidive. La présence ou pas d'un récepteur hormonaux de manière plus ou moins intense pouvait nous permettre de décider également s'il fallait de la chimio ou pas. Les caractéristiques de la patiente ou du patient, évidemment. Une personne âgée en aura moins ou si l'état général est altéré. Mais c'est comme ça qu'on décidait chimio ou pas. Alors évidemment, la décision est aisée pour les cas extrêmes. Petite tumeur de très bas grade, pas de chimio, ça va de soi. Une volumineuse tumeur, par contre, avec des ganglions atteints et une tumeur agressive, donc on appelle de haut grade, on avait tendance à mettre de la chimiothérapie et on le fait toujours. Et puis, il y a toute la zone grise, les cas intermédiaires, celles où on ne sait pas très bien. Quel est le risque de récidive de cette patiente, même si elle a eu la chirurgie, la radiothérapie et l'hormonothérapie bien conduite? Quel est le risque? Est-ce qu'il faut une chimio? Et donc, on opérait quelque part par politique de la prudence. Madame, on va vous prescrire une chimio, ou monsieur, mais c'est au cas où. C'est très désagréable. Donc, on a eu besoin de tests pour nous aider à décider. Le but de ces tests, c'est de définir qui est vraiment à haut risque de récidive, qui a besoin de cette chimiothérapie, afin de ne pas sous-traiter les malades et de maintenir un taux de guérison le plus élevé possible. Mais c'est aussi de décider ou de permettre d'identifier les patientes qui vont de toute manière bien s'en sortir avec l'hormonothérapie et donc surtout ne pas surtraiter ces malades-là. C'est le concept de la désescalade. Il faut pouvoir éviter tout surtraitement et toute toxicité inutile. Pour arriver à ces tests, on a eu besoin de chercheurs qui ont élaboré des tests très intelligents, des tests génomiques, on teste les gènes de la tumeur, des milliers de patientes volontaires, et je suis très fière de faire partie d'un centre qui a pu inclure énormément de patientes dans ces études, et des études qui ont été bien pensées et positives in fine.
Donc après 2019, je dis 2019 parce que c'est le moment où on a eu accès de manière remboursée à ces tests. Certaines institutions les utilisaient déjà avant. On a pu avoir accès à 2 tests qui s'appellent Oncotype DX et MammaPrint. Il ne faut pas retenir les noms, il ne faut pas retenir les différences entre les deux. Ça, c'est vraiment très technique. Mais qui ont un petit peu le même principe, c'est-à-dire c'est un espèce de code-barre. On va scanner la tumeur, on envoie la tumeur dans ces laboratoires, aux États-Unis, en Hollande, et on nous répond il y a un haut risque de récidive sur base des gènes de la tumeur, ou il y a un faible risque de récidive sur base des gènes de la tumeur. Donc on a un côté le risque clinique et un côté le risque génomique. C'est très utile. Pourquoi ? Parce que les études dans lesquelles ont été validés ces tests nous ont dit si la patiente a un risque génomique bas, on peut éviter la chimiothérapie. Super, donc on arrive maintenant à identifier qui n'a pas besoin de chimiothérapie et donc aussi qui en a besoin. Donc globalement, mais on verra un petit peu de l'avenir, si l'avenir le confirme dans notre pratique en Belgique, on estime qu'il y aura quand même 15% de chimiothérapie en moins dans les prescriptions dans le cancer précoce hormonosensible. Attention, ces JEP ne nous disent pas ne pas prendre votre hormonothérapie, donc l'hormonothérapie reste indispensable. Donc le JEP, ce sont les initiales de ces tests, c'est un super outil de désescalade. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Donc les très très grosses tumeurs ne sont pas éligibles pour ces tests parce que ça n'a pas été validé, et également quand il y a énormément de ganglions atteints. Donc la prescription se décide en concertation multidisciplinaire. C'est les médecins qui se disent là on doit utiliser un JEP. Attention aussi chez nos patientes plus jeunes, moins de 50 ans, qui n'ont pas encore atteint la ménopause. Il y a encore un doute par rapport au bénéfice de ces tests, dans ce sens que même quand on a un test génomique bas, il semble exister un petit bénéfice de la chimiothérapie qu'on estime à 5%, donc ce n'est pas très élevé. Et on pense que c'est lié au fait que la chimiothérapie diminue le taux d'hormones, donc c'est peut-être pas lié à la chimio, c'est peut-être simplement lié à la ménopause qu'on induit. Donc affaire à suivre, parce que je pense qu'à l'avenir, on pourra bien les utiliser chez ces patientes-là. Nous sommes évidemment en Belgique, donc soumis à certaines conditions belgo-belges. Seulement les patientes prises en charge dans des cliniques du sein agréées sont remboursées pour ces tests. C'est important parce que les patientes ne le savent pas toujours. Il y a un quota annuel à ne pas dépasser pour les centres. L'INAMI nous a donné un chiffre par hôpital et nous fait rentrer des tas de données pour pouvoir explorer l'utilité de ces tests, même si on sait tous que c'est utile. Et le remboursement définitif, j'espère, sera donné en 2022. Revenons au sous-type de cancer du sein et changeons complètement de cancer. Donc ici, quand on change de cancer, c'est pomme, poire, abricot. Donc on parle de maladies tout à fait différentes et on va se focaliser sur le HER2 amplifié qui représente environ 15% des cancers du sein. C'est quoi le HER2 amplifié ? Vous avez à la surface de la même cellule un récepteur qui s'appelle HER2. Il est normalement présent de manière peu significative sur les cellules. Et certaines tumeurs vont montrer une amplification, c'est-à-dire beaucoup plus de récepteurs que les autres. C'est ce qu'on appelle le HER2 positif. Avant, environ une quinzaine d'années, tout ce qu'on savait, c'est que ces patientes-là, elles avaient un taux de récidive plus important. C'était des maladies souvent plus agressives, ça l'est toujours d'ailleurs. Et puis sont arrivées les thérapies anti-HER2, une vraie révolution. Et on a pu aller bloquer ce petit récepteur et donc diminuer de manière très importante la prolifération tumorale. Il y a évidemment des cancers HER2 positifs qui sont également hormonosensibles. Le cancer du sein HER2 positif ou HER2 amplifié, on combine toujours chimiothérapie et thérapie ciblée. Toutes ces patientes, sauf si elles ne sont pas en état de recevoir ces traitements-là, vont avoir les 2 traitements. Attention, nous sommes toujours dans le cancer du sein localisé. Et vous avez ici à droite les 3 molécules qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont remboursées aujourd'hui dans ce cancer du sein localisé et qui ont la particularité par rapport aux chimiothérapies d'être des anticorps et d'avoir une très très bonne tolérance. Je reprends ma séquence de traitement. Dans ces maladies-là, et si on va de 2005 à 2018, on fait toujours une chimiothérapie et un traitement anti-HER2 d'abord. On n'opère pas en premier, sauf quand la tumeur est toute petite. Et puis on opère et on continue la thérapie anti-HER2 au total pendant 1 an. C'est le traitement standard. Et puis évidemment, celles qui doivent avoir une radiothérapie ont une radiothérapie et celles qui doivent avoir une hormono ont une hormono également. Cette Herceptine a permis de réduire le risque de rechute de 30%. En oncologie, c'était du quasi jamais vu.
Ça fait partie des traitements innovants. 2005, c'est vieux, mais on reste très très fiers de cette trouvaille. Et puis, quand on est dans de l'escalade, donc ça veut dire qu'on rajoute des choses chez nos patientes qui ont des ganglions positifs, qui ont tendance à récidiver un peu plus, même quand elles ont reçu l'herceptine, on rajoute une deuxième molécule, le Perjeta. C'est standard aujourd'hui, et on le met avec l'herceptine. Et on a pu diminuer de manière faible, on était un peu déçus, mais quand même de 3% en moins le risque de récidive. Donc on escalade. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que la personne qui va analyser la tumeur, une fois que la patiente a reçu les traitements, on opère, et puis on regarde ce qu'on a opéré, ça va nous prédire l'avenir. C'est-à-dire, s'il y a une réponse complète, donc si l'anatomopathologiste ne trouve plus de cellules dans ce qu'il a opéré, la patiente va super bien s'en sortir. Son taux de récidive va être extrêmement faible. En revanche, si on trouve encore des cellules tumorales dans la pièce opératoire, ça veut dire que la réponse n'est pas complète, on appelle ça des réponses incomplètes, le taux de récidive est un peu plus grand. Et donc, on applique traitement, chirurgie, on attend la réponse du microscope, et si on nous dit réponse complète, on sait que ces patientes-là vont très bien s'en sortir, on continue l'équipe qui gagne, l'herceptine, ou si elles avaient des ganglions, herceptine, Perjeta. Et si la réponse est incomplète, on change. C'est une étude qui nous a montré ça. On met du TDM1, qui est le 3e anti-HER2 venu sur le marché. Et avec ça, on peut diminuer 50% le risque de rechute de ce sous-groupe-là. Donc ces patientes qui n'avaient pas une réponse complète, on récupère des rechutes. Donc c'est une excellente nouvelle. C'est quelque part de l'escalade en fonction du résultat. Mais la désescalade, alors, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse en oncologie, c'est comment donner moins et moins de toxicité aux patientes. Et bien, pour les tumeurs de moins de 2 cm, les petites tumeurs HER2, HER2, pour les tumeurs de moins de 2 cm sans ganglion atteint, on réduit la chimiothérapie de manière significative. On donne du Taxol, on donne plus les gros chimios d'anthracycline et autres. C'est 3 mois de traitement, on donne juste l'herceptine. Ces patientes s'en sortent extrêmement bien, elles ont un pronostic qui est excellent. Avec un bon casque de glace, on a peu de perte de cheveux et un taux de guérison élevé, donc on est tous contents. Alors, cette stratégie de désescalade, on a vu qu'on pouvait l'appliquer sur les patientes qui ont un cancer hormonosensible, dans les HER2 amplifiés, et puis les patients triple négatifs, c'est-à-dire qui n'ont pas de récepteurs aux oestrogènes, qui n'ont pas de récepteurs à la progestérone et qui n'ont pas de HER2. C'est pour ça qu'on dit triple. Malheureusement, comme elles ont des maladies plus agressives, aujourd'hui la tendance elle est plutôt à l'escalade et on n'a pas encore de stratégie de désescalade, mais on y travaille. Alors, un petit focus maintenant sur le cancer du sein métastatique. On quitte le cancer du sein précoce, on va dans des maladies plus avancées où il y a des nouvelles molécules. Le cancer du sein métastatique, c'est un marathon. On recherche des traitements qui sont bien supportés parce qu'on va devoir les donner longtemps, le plus longtemps possible. On obéit toujours à la règle de l'hormonodépendant, du HER2 et du triple négatif. C'est la même chose, ce sont des maladies qui sont distinctes et qui ne se traitent pas de la même manière. Voyons 2 exemples. L'immunothérapie et une nouvelle thérapie ciblée qu'on appelle les inhibiteurs des CDK4/6. Pourquoi j'ai choisi l'immunothérapie ? Parce que je pense que c'est la question qu'on me pose le plus en consultation. Et moi, docteur, est-ce que je peux avoir de l'immunothérapie ? C'est à la mode et c'est dans la presse. L'immunothérapie, c'est quoi ? Il y en a des tas de sortes, il y a des vaccins, etc. Mais l'immunothérapie dans le cancer qui est la plus fréquemment utilisée, c'est un déverrouillage du système immunitaire. Donc, en temps normal, vous avez un antigène, vous avez un ennemi, et puis vous avez un lymphocyte, un globule blanc. Et le globule blanc, il est censé se défendre contre l'ennemi. Avec la cellule cancéreuse, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a des espèces de freins, des inhibitions, si vous voulez. L'immunothérapie, elle va lever le frein. Elle va quelque part dire au système immunitaire, vas-y, défends-toi. Et donc, évidemment, c'est chic. C'est un très beau concept. Au lieu d'aller attaquer avec des toxiques, on stimule le système immunitaire et non la toxicité cellulaire. Ça a été révolutionnaire dans le mélanome. Quand j'ai fait mes études, le mélanome, c'était catastrophique. Le mélanome métastatique, on mourait dans les 6 mois. Aujourd'hui, on a des patients métastatiques guéris grâce à l'immunothérapie. Dans une moindre mesure, c'est très efficace aussi dans le rein, dans le poumon. Par contre, le sein, malheureusement,
c'est peu efficace, sauf le triple négatif, ce qui est une bonne nouvelle, parce que c'est une maladie où on a besoin de nouvelles thérapies. Donc, dans le cancer du sein triple négatif, vous vous souvenez, c'est celui qui n'a pas de récepteur, ni aux hormones, ni au HER2. Elle est prescrite avec la chimiothérapie. Elle ne remplace pas la chimiothérapie, malheureusement. Elle est prescrite au départ, donc au début de la maladie, pas plus tard. Et elle est uniquement prescrite si la tumeur exprime un certain marqueur de ce qu'on appelle le PD-L1. Donc tout le monde n'est pas éligible pour l'immunothérapie. C'est environ 40% de nos patients triple négatifs qui pourront en avoir. Elle est étudiée dans le cancer du sein précoce, donc peut-être qu'on pourra la mettre avec notre chimiothérapie avant d'être opérée. Il y a des études en cours, ça a l'air intéressant, mais c'est encore trop tôt pour savoir vraiment si on a un gain à long terme pour nos patientes. Attention, l'immunothérapie n'est pas parfaite. Parfois, le système immunitaire déraille, c'est-à-dire que vous aurez des effets secondaires légers à modérés dans la majorité des cas, et de temps en temps, il y a une espèce de flambée immunitaire qui va attaquer un organe important. Le pire, c'est évidemment quand ça attaque le cœur, c'est extrêmement rare, mais ça peut être mortel. Donc ce n'est pas non plus dénué d'effets secondaires. Alors, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est parce que c'est devenu un traitement qu'on prescrit énormément. Ce sont les inhibiteurs des CDK4/6. Ce sont des traitements oraux. Ça, on aime toujours bien. Et ça se prescrit en association avec une hormonothérapie dans les cancers hormonodépendants métastatiques. D'accord ? Il y a le palbociclib, le ribociclib, l'abemaciclib, peu importe les noms, et ils sont à peu de choses près équivalents. Ce sont des thérapies ciblées qui vont exploiter le fait qu'il y a une protéine surexprimée qui s'appelle la cycline dans les cellules de cancer du sein hormonodépendants. Et en inhibant cette protéine, on va inhiber la réplication cellulaire. Donc ce n'est pas de la chimiothérapie, mais ça a quelques effets un tout petit peu communs. Par contre, c'est extrêmement bien toléré. Aujourd'hui, c'est le traitement de choix du cancer hormonodépendant en combinaison avec une hormonothérapie. Avant, quand la tumeur le permettait, quand les métastases, entre guillemets, le permettaient, on mettait une hormonothérapie. Et puis voilà, aujourd'hui, on met ce traitement en plus et on a doublé la réponse. Et on a même augmenté la survie globale. La chimiothérapie aujourd'hui n'est plus un traitement de premier choix dans le cancer du sein métastatique hormonodépendant, sauf cas exceptionnel avec une maladie qui flambe. Les effets secondaires sont absolument gérables et compatibles, je pense, avec une qualité de vie, même s'il faut gérer un peu de fatigue, des problèmes de globules blancs qu'on arrive à gérer tout de suite, et parfois des petites toxicités de muqueuses, et pour une des 3 molécules, un peu de diarrhée. Mais globalement, les gens vivent avec ça relativement bien. Voilà, merci pour votre attention et je vous laisse regarder la petite image. Merci beaucoup, Dr Taylor, c'était très très intéressant. Nous allons passer directement, sans transition, à la séance de questions-réponses. En commençant peut-être par quelques questions qui nous ont été envoyées par mail par les personnes qui se sont inscrites. Vous êtes d'ailleurs assez nombreux et je vous remercie d'être présents et de vous intéresser à cette thématique. Donc une première question qui nous vient de Mireille. Quelles sont les nouveautés en matière de génétique ? Comment retrouver une bonne mobilité après 5 ans d'hormonothérapie douloureuse au niveau articulaire ? Et sommes-nous toujours dans l'ignorance des causes de ce cancer ? Donc il y a 3 questions dans la question de Mireille. Lequel d'entre vous veut peut-être commencer ? Moi, je peux répondre à la génétique. Oui. C'est très vaste, la génétique. Il y a la génétique constitutionnelle, germinale, la génétique de notre ADN de naissance, quelque part, où là, on fait des tests génétiques pour voir si le cancer est héréditaire. Donc, on ne le fait pas de manière systématique chez tout le monde, mais on le fait quand on a suffisamment d'arguments pour penser qu'il y a une famille à risque. Donc ça, c'est un aspect de la génétique. Et puis après, il y a la génétique tumorale, donc où on analyse les particularités des mutations génétiques au sein de la tumeur. Donc, j'ai parlé de tests qui exploitent cette génétique, mais dans le cancer du sein métastatique, on cherche et on cherche et on cherche tout le temps des espèces de petites mutations sur lesquelles on va pouvoir aller mettre un médicament. Donc ça fait vraiment partie de la recherche clinique. Je n'ai pas abordé ça dans ma présentation parce qu'il y a beaucoup de mutations possibles, mais donc effectivement, ça évolue, je dirais, annuellement avec des nouvelles possibilités. Merci. Et par rapport à la question qu'elle demande pour retrouver une bonne mobilité après 5 ans d'hormonothérapie douloureuse au niveau articulaire, Dr Van der Stechel, vous pouvez peut-être
Moi, j'espère surtout qu'elle n'a pas attendu 5 ans que ça passe sans rien faire. Parce qu'il est évident, on sait que l'hormonothérapie peut avoir des effets secondaires. Le docteur Taylor l'a précisé dans sa présentation. Le maintien d'une activité physique adaptée, éventuellement une prise en charge médicale quand il y a des effets secondaires trop importants de l'hormonothérapie, tout ça a intérêt à être fait pendant toute la durée du traitement. Et donc, si cette personne, malheureusement, est restée peu mobile pendant 5 ans, ça a probablement contribué aussi à ses problèmes articulaires. Je pense qu'on lui conseillera de se remettre en mouvement progressivement, raisonnablement, peut-être avec l'aide d'un kiné spécialisé. Mais l'idéal, c'est d'éviter l'accumulation de ces effets secondaires et donc de les prendre en charge au fur et à mesure. Et vraiment, j'insiste, parce que ça a été une action pionnière de la Fondation contre le cancer, c'est promouvoir le maintien de l'activité physique pendant et après les traitements. Ça a non seulement un effet bénéfique sur la qualité de vie pendant les traitements, mais ça semble également avoir un effet bénéfique à plus long terme sur les chances de guérison. Donc 2 bonnes raisons de le mettre en pratique. Tout à fait. Alors, elle demandait également, sommes-nous toujours dans l'ignorance des causes de ce cancer ? Oui, c'est-à-dire qu'on connaît des causes, donc on connaît des causes génétiques, héréditaires, familiales, comme je citais auparavant. On sait évidemment que notre environnement toxique influence, donc des gens qui fument, qui boivent, qui ont une hygiène de vie pas terrible, ont plus de risques d'avoir un cancer. Maintenant, effectivement, dans nos sociétés, il y a énormément de cancers et on ne sait pas très très bien sur quoi il faut agir, à part notre hygiène de vie, pour diminuer ce taux de cancer qui est plus élevé chez nous que dans certains autres pays, par exemple. Donc on reste encore avec des inconnus. Il faudrait des belles études épidémiologiques qui ne sont pas faciles à faire et qui sont surtout compliquées à financer. Et je pense surtout qu'il faut aussi expliquer aux femmes et aux messieurs qui nous écoutent qu'un cancer n'a jamais une cause unique identifiable à un moment donné dans la vie. Et souvent, c'est une question qu'on nous pose aussi, par exemple, au Cancer Info. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait et qui a pour conséquence ce cancer ? Un cancer, c'est le résultat au très long cours, dans la plupart des cas, et vous l'avez dit, d'une accumulation de dégâts génétiques dans une cellule particulière au départ qui va être suffisamment transformée pour dégénérer, pour devenir cancéreuse et pour être le point de départ d'un cancer, cancer du sein ou n'importe quel autre cancer d'ailleurs. Donc c'est vraiment une histoire à long terme, c'est l'accumulation de toute une série de dégâts moléculaires dans une cellule et effectivement, vous avez parlé de l'environnement et après vous avez parlé du mode de vie. Moi, je préfère mettre l'accent sur le mode de vie parce que l'environnement, c'est souvent compris comme la pollution, les ondes, etc. Et ça a peut-être un effet, mais limité sur le risque de cancer. Ce qui a par contre un effet important sur notre risque individuel de cancer, c'est notre mode de vie. Et vous avez cité pour le cancer du sein la surcharge pondérale, l'alcool, on peut ajouter le manque d'activité physique, etc., etc. Et là, chacun d'entre nous et chacune d'entre nous peut réellement modifier son risque. Je n'ai pas dit signer une assurance tout risque, parce que la prévention, ce n'est pas non plus une garantie qu'on va absolument éviter le cancer, mais c'est tout de même efficace pour réduire fortement le risque. Les facteurs de risque évitables. Oui. Voilà. Merci. Alors ici, on a encore une question qui nous vient de Christine. Elle a été opérée à 34 ans d'un premier cancer du sein avec radiothérapie. En 2020, elle a, lors d'une mammographie, une nouvelle tumeur qui a été détectée dans le même sein. Elle a subi une mammectomie et elle demande si on considère qu'il s'agit d'une récidive ou si les 2 tumeurs sont indépendantes. Oui, c'est une bonne question. Souvent, pour répondre à cette question, on regarde les 2 types de cancer du sein. Quand on a l'impression que c'est vraiment la même chose, on parle de récidive dans le même sein, récidive locale. Quand on a des tumeurs qui ne sont pas les mêmes, ça arrive souvent, alors c'est un 2e cancer du sein. Donc voilà. Après, si c'est toujours localisé au niveau du sein, la prise en charge reste globalement pareille, que ce soit un nouveau ou que ce soit une récidive, sauf si on a, je l'ai dit, un HER2, un triple négatif, etc. Oui, 3 ans d'écart entre les 2. Donc, ça peut être un 2e. Ça peut être un 2e quand même. D'accord. Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être ? Non, c'était tout à fait clair.
Alors ici, c'est Pascal qui nous dit: le fait d'avoir stoppé l'hormonothérapie peut-il favoriser une récidive? Ah ben oui. Ah ben oui. Si ce n'était pas le cas, on ne prescrirait pas cette hormonothérapie, hein, parce que bon, elle n'est pas facile à supporter pour les gens. Donc, quand on la prescrit vraiment parce qu'on sait que cette hormonothérapie a un impact sur le taux de récidive, donc a un impact sur le nombre de patients qu'on va sauver. Donc oui, arrêter son hormonothérapie peut avoir un impact évidemment sur le taux de récidive. Maintenant, ça nous arrive parfois de l'arrêter, toujours en concertation avec la patiente quand on estime que la qualité de vie n'est pas bonne et qu'on fait une espèce de balance risque-bénéfice, mais ça se discute en consultation. Et avant d'arrêter les hormonothérapies, on essaye toujours d'imaginer, d'accompagner et de voir comment on peut faire en sorte que ces hormonothérapies soient bien supportées. Mais donc, oui, parlez-en à votre oncologue avant d'arrêter de vous-même votre hormonothérapie, s'il vous plaît. Voilà. On n'a pas beaucoup plus d'infos ici sur la situation et sur la raison pour laquelle Pascal aurait stoppé son hormonothérapie. Non, et je vais faire une piqûre de rappel. Vous avez utilisé un mot qui me paraît vraiment fondamental, c'est faire la balance. Ouais. Tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on ne fait pas ou qu'on décide d'arrêter en médecine, il faut faire la balance entre avantages possibles d'un côté et risques et inconvénients de l'autre. Et effectivement, arrêter une hormonothérapie, parfois il y a des raisons suffisamment importantes pour que, de commun accord, et bien sûr avec l'accord de la patiente, on prenne cette décision, mais c'est toujours une balance, bénéfice, risque. Et l'arrêt de l'hormonothérapie, c'est effectivement d'un risque plus élevé de récidive. Tout à fait. Alors ici, on a une question qui nous vient de Delphine qui demande s'il y a un risque plus élevé quand on a un cancer BRCA2. Ah oui. Donc on parlait des tests génétiques et héréditaires. Oui. Donc ce sont des anomalies génétiques qui sont présentes sur l'ADN germinal, donc de petites filles, si vous voulez. Ça a été transmis par la génération d'au-dessus. Et donc oui, c'est bien connu, le BRCA1, le BRCA2 et d'autres mutations, il y en a plein d'autres, et on en recherche plusieurs, augmentent le risque de manière très significative. Et donc c'est évidemment des mutations qui nécessitent un conseil en consultation génétique, parce qu'il y a le cancer du sein et il y a aussi le cancer de l'ovaire. Et donc, voilà. Ça demande un suivi différent. Ça demande un suivi, ça demande une prévention différente. Donc, ça demande un suivi en mammographie, en IRM. Parfois, ça demande même une chirurgie. Il y a des patientes qui vont décider d'opérer les seins en prévention avant d'être malades. Ça demande une chirurgie au niveau des ovaires. Enfin, voilà, c'est assez complexe. Donc, on ne va pas faire le détail aujourd'hui, mais en tout cas, ça demande une prise en charge par un généticien, tout à fait. Et éventuellement un dépistage génétique chez les enfants, parce que c'est quelque chose qui préoccupe à juste titre très très fort les femmes porteuses. Chez les enfants, mais chez les enfants en âge de comprendre, et donc c'est une évaluation qui se fait via la génétique parce qu'il y a une prise en charge psychologique, etc., etc. Faire sa jeune vie d'adulte en sachant qu'on est porteur d'un gène, c'est pas facile. Les femmes qui désirent avoir des enfants, etc., qui n'ont peut-être pas encore de compagnon, ça génère parfois un stress qui est très important. Donc, on fait pas le test comme ça chez tout le monde. On fait un arbre généalogique, on convoque les enfants, on voit s'ils sont capables. Et généralement, on fait ça après 18 ans. En tout cas, pour le BRCA, il y a des mutations où on fait ça chez des enfants, mais pas pour le BRCA. Donc voilà, c'est une prise en charge complexe. Mais la bonne nouvelle peut-être, parce que vous l'avez bien expliqué, c'est une situation particulièrement lourde, c'est que ça ne concerne qu'un petit pourcentage des cancers du sein. Oui, tout à fait. Donc on estime que les mutations génétiques, c'est environ 4-5% des cancers du sein. Maintenant, attention, les patients du cancer du sein qui ont un triple négatif, ça c'est un taux qui est plus important. Donc les patientes avec un cancer du sein triple négatif vont être systématiquement screenées, dépistées pour une mutation génétique. Merci, oui. Alors ici, on a encore une question qui nous vient de Flebra. Y a-t-il de plus en plus de jeunes de moins de 50 ans qui sont confrontés au cancer du sein? Alors, je pense ne pas me tromper en disant que non. Le taux de l'incidence du cancer sur les 20 dernières années, depuis qu'on l'enregistre en fait avec le registre, est relativement stable.
On a l'impression qu'il y a plus de cancers. Je pense qu'on en parle énormément. Il y a une visibilité, rien qu'aujourd'hui, webinaires, Facebook, enfin, ça se voit. Mais on n'assiste pas à une flambée des cancers chez les jeunes en cancer du sein. Ça, non. Je confirme, et on ne s'est pas concerté Non. sur la question avant le webinaire. Et je ferai même, en élargissant un petit peu la même réponse, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent à la Fondation, est-ce qu'il y a une explosion du nombre de cancers chez l'enfant, paraît-il, par exemple? Eh bien, c'est la même chose, ça reste globalement stable, mais effectivement, on a tendance à en parler beaucoup plus que la plupart des cancers qui atteignent des gens beaucoup plus âgés. Tout à fait. Alors, j'ai une question ici sur les bénéfices de l'hormonothérapie au-delà de 5 ans. Ah, très bonne question. Question Très de bonne Pascal. question. Donc déjà, si vous avez réussi à faire votre hormonothérapie 5 ans, bravo, vous avez fait le gros du travail. Donc ça, c'est le premier message. Dans certains cas, on va parfois être amené à discuter de prolonger l'hormonothérapie. Ce n'est pas chez tout le monde. De 1, il faut que la tolérance soit bonne. Le bénéfice, il existe, mais il est plus petit. Donc on gagne quelques petits pourcents de diminution de risque de récidive en plus. Donc on parlait de l'équilibre, de la balance, on est en plein dedans. D'ailleurs, je n'aborde pas cette discussion avant les 5 ans, parce que si j'ai une patiente à 5 ans qui n'en peut plus, qui décompte les jours, qui a mal partout, je pense que le bénéfice n'est pas terrible. Si j'ai une patiente comme ça arrive, on oublie, qui supporte super bien son hormonothérapie et qui a une maladie à plus haut risque, qui a eu beaucoup de ganglions atteints par exemple au départ, alors j'ai tendance à continuer et souvent les patientes sont preneuses de cette décision-là. Voilà. Question sur le stress. Est-ce que le stress est aussi un facteur de risque? On a parlé du multifactoriel, Oui. on est en plein dedans. C'est très compliqué de mesurer le stress de quelqu'un et de lier ce stress au cancer. C'est improuvable quelque part. Comment est-ce qu'on sait si quelqu'un a été stressé, est-ce que ça a généré le cancer? On me pose la question systématiquement. J'ai vécu ceci, un divorce, un décès. Voilà, mon cancer est arrivé 2 ans après. Est-ce que c'est lié? Je réponds toujours peut-être. Mais c'est pas la seule explication. Voilà. Oui. Mais les gens ont besoin de chercher des causes. Oui. Et dans l'exemple que vous avez donné, moi j'aurais répondu la même chose, peut-être un tout petit peu différemment. Dans ce raisonnement, on a souvent un raisonnement qui ne correspond pas au facteur temps de développement d'un cancer. Ouais. Si vous cherchez un facteur causal, un risque de créer un cancer, il faut remonter des dizaines d'années plus tôt dans la vie. Et donc, ce n'est pas le stress lié à la perte d'un emploi, au divorce, au décès d'un proche dans l'année ou les 2 années qui ont précédé la découverte du cancer qui peuvent expliquer ou avoir eu un rôle important dans l'apparition de ce cancer. Par contre, les stress importants, on parle vraiment des stress majeurs de vie, peu de temps, et 2 ans avant un diagnostic de cancer, c'est peu de temps avant un cancer, on peut se dire que peut-être ils ont eu un effet négatif sur les défenses immunitaires, parce que là, il y a des études qui montrent un lien possible entre stress majeur et défense immunitaire, et ça a peut-être, mais vous voyez, je suis prudent, je mets plusieurs peut-être, accéléré le développement d'un cancer, mais qui était déjà là et qui était déjà là en cours de développement depuis longtemps. Donc, c'est un domaine complexe, mais vouloir en faire une cause précise, spécifique d'apparition d'un cancer, du sein ou de n'importe quel autre cancer, dans l'état actuel de nos connaissances, c'est non. Mais vous avez raison, les gens veulent savoir pourquoi. Pourquoi moi? Oui. Et la question n'est pas posée comme telle, mais est-ce que le stress a également des conséquences sur les traitements, sur la réponse au traitement Alors ça, c'est pas démontré. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'un stress a un impact sur la manière dont on va tolérer les traitements. C'est sûr. C'est pour ça qu'on met des tas de choses en place. On a un centre magnifique de bien-être qui nous aide, qui s'appelle l'Essentiel, qui nous aide à vraiment gérer ce bien-être global pendant les traitements, parce qu'on sait qu'une patiente qui est sereine et qui se sent mieux dans sa tête, dans son corps, va bien mieux adhérer au traitement. Et ça, par contre, ça aura un impact sur son devenir lointain, ça c'est clair. Ouais. Impact positif. Alors, il y a eu une question sur les recherches concernant les métastases osseuses. Je sais que Dr Van der Stechel, vous avez une réponse là-dessus.
Effectivement, c'est une piste de recherche importante, toujours à l'heure actuelle, et la présentation du Dr Taylor a bien montré pourquoi, parce qu'il y a encore pas mal de choses à comprendre. Pourquoi est-ce que tous les cancers du sein ne développent pas de métastases? C'est à peu près un cancer du sein sur 3, donc il y a aussi une bonne nouvelle. Cancer du sein ne veut pas dire qu'on aura automatiquement des métastases chez tout le monde. Et pourquoi des métastases vers un organe en particulier plutôt qu'un autre? Eh bien, on a une partie des réponses à l'heure actuelle, mais il y a également toute une série de recherches qui sont en cours. Et j'ai été vérifié dans le dernier octroi des grants scientifiques de la Fondation en 2020, l'année passée. Eh bien, il se fait qu'on a, nos conseils scientifiques ont sélectionné 3 nouveaux projets de recherche, dont un à l'université catholique de Leuven, néerlandophone, spécifiquement sur les métastases osseuses du cancer du sein. Et cette équipe de recherche cherche à comprendre les interactions entre les cellules cancéreuses et les cellules normales, très particulières, dans l'os. Et comprendre ces interactions entre les cellules cancéreuses et les cellules normales dans la tumeur de départ, mais aussi dans les métastases, c'est une des pistes majeures, moi j'appelle ça une des autoroutes de la recherche à l'heure actuelle, parce qu'on sait maintenant depuis un certain nombre d'années que le développement d'un cancer, la tumeur de départ ou une métastase, c'est une affaire de collaboration, dans le mauvais sens du terme, entre les cellules cancéreuses et des cellules normales qui, idéalement, auraient dû réagir contre les cellules cancéreuses, y compris des cellules de notre système immunitaire, et qui, au contraire, sont détournées de leur fonctionnement par les cellules cancéreuses et facilitent le développement du cancer. Et donc, ces recherches sont en cours très spécifiquement au niveau des métastases osseuses, et si on arrive à comprendre ces mécanismes, on aura aussi des cibles de nouveaux traitements tout à fait spécifiques pour interrompre ou perturber cette collaboration entre cellules cancéreuses et cellules normales, ou pour bloquer spécifiquement le développement des cellules cancéreuses du sein dans l'os. Donc c'est un domaine de recherche passionnant, c'est en cours, et la Fondation contre le cancer y contribue. Bien. Affaire à suivre alors. Tout à fait. Voilà. J'ai une question ici sur les avancées. Donc, quelles sont les avancées dans le traitement du cancer triple négatif? Oui, je comprends la question parce que c'est malheureusement pas le cancer le plus facile à soigner. Donc, j'ai parlé d'une des avancées qui était l'immunothérapie. Donc, il faut savoir que le cancer triple négatif est le cancer le plus agressif. Et c'est malheureusement celui qui a le plus haut taux de rechute et c'est celui qui, quand il est métastatique, a malheureusement la moins longue durée de vie. C'est dur, mais il faut le savoir. Et donc, on est preneur de tous les nouveaux traitements. Donc, il y a l'immunothérapie. Il y a également une nouvelle classe de médicaments qui va arriver sur le marché qui sont des combinaisons de thérapies ciblées avec une chimio. C'est-à-dire, la thérapie ciblée va amener la chimio jusqu'à la cellule et faire entrer la chimio dans la cellule. Donc, ce n'est pas la chimio qu'on met et qui va partout. Maintenant, il y a quand même les effets secondaires également, mais qui sont, je dirais, moindres et qui sont mieux supportés ou mieux gérables. Et donc ça, clairement, c'est une molécule qui va arriver et qui apporte un bénéfice dans le cancer du sein triple négatif. Mais il en faut plus. Il en faut plus. Donc c'est un cancer pour lequel on a besoin de beaucoup plus d'innovation. On y travaille. Les résultats ne sont pas encore aussi bons que ce qu'on souhaiterait. Et ça me permet d'insister aussi bien les métastases osseuses que les cancers du sein triple négatif sur l'importance de la participation des malades à ces recherches. Vous l'avez fait dans votre présentation et on oublie trop souvent de remercier toutes les malades qui acceptent de participer à ces recherches parce que c'est le seul moyen de faire des progrès. À ça, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Donc, les Belges râlent sur leur système de santé et ils peuvent parfois, mais il faut savoir qu'en Belgique, la patiente ou le patient belge, c'est celui qui a le plus d'accès aux études cliniques dans le monde. Ça a été montré au Congrès européen d'oncologie en septembre. Donc, un patient belge, et le deuxième, c'est les Danois, mais ils sont loin derrière. Et puis après, il y a le reste du monde. On est les premiers à avoir accès aux études cliniques. Donc, où que vous habitiez, il n'y a pas très loin un centre qui vous propose des choses innovantes. Donc ça, c'est très important de savoir. Et deuxièmement, si on participe à de la recherche clinique, c'est démontrer la survie
de nouveau, on parle d'un terme qui est dur, mais c'est vrai, la survie, c'est-à-dire l'avenir du patient est meilleur. Donc ça a été également bien démontré. Donc il ne faut pas avoir peur de parler de recherche clinique à votre oncologue. De toute manière, il vous en parlera théoriquement. Et là aussi, je voudrais rajouter quelque chose, parce qu'effectivement, le Belge est râleur ou rouspéteur, pour parler belge, parfois à juste titre, parfois à tort. Et en cancérologie en général, c'est cancer du sein, mais c'est cancer dans l'absolu ici, notre pays occupe une très mauvaise et une très bonne position. Nous sommes en très mauvaise position si on nous compare aux pays européens au niveau de la fréquence des cancers. Les cancers sont particulièrement fréquents en Belgique et c'est certainement vrai pour les cancers du sein. Par contre, nous sommes très bien classés dans les taux de survie, dans les chances de guérison et de survie, nettement mieux que la plupart des autres pays européens. Donc la qualité des traitements, de la prise en charge en Belgique, elle peut certainement encore s'améliorer, mais elle est vraiment bonne et peut-être même très bonne si on nous compare à l'échelle européenne. Du positif. Oui, il en faut. Il faut le dire quand il y en a. Oui, clairement. Justement, ici, j'ai une question sur la prévention primaire. Sera-t-elle une priorité pour notre ministre de la Santé ? Pour le ministre de la Santé, je crains qu'il ait des priorités plus urgentes à régler. Mais je peux déjà vous dire que malgré tout, il n'y a pas que le Covid, heureusement, en Belgique. Et nous avons déjà des contacts avec l'équipe du nouveau ministre de la Santé, y compris sur le domaine de la prévention. Je peux vous dire qu'au niveau européen, très récemment, l'Union européenne a rendu public un nouveau plan européen, Europe Beating Cancer Plan, dans lequel la prévention est très clairement une des priorités importantes identifiées. Ici, j'ai une question par rapport à l'alimentation. Et est-ce que les personnes végétariennes ont moins de cancer du sein ? Ah, eh bien, c'est une colle. Je ne pense pas. Mais il faudrait que je vérifie, mais je ne pense pas. Donc, je vais répondre de manière plus générale. L'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, clairement, elle est hyper importante. Hein, mais on peut avoir une très bonne hygiène alimentaire sans être végétarien. Donc, si être végétarien, ça veut dire avoir une superbe hygiène alimentaire, alors cette personne s'en sortira probablement mieux. Si être végétarien, c'est mal manger et plein de sucre et plein de graisse et que sais-je, alors non. Donc, il ne faut pas restreindre le cancer à l'apport d'origine animale. Il faut juste mettre l'accent sur le fait que l'hygiène de vie, c'est une alimentation qui est équilibrée, avec évidemment éviter des régimes pleins de sucre, plein de graisse, éviter le surpoids. Enfin voilà les choses que tout le monde connaît, mais voilà, je ne sais pas si Didier voulait rajouter. Et d'abord, éviter le surpoids. Et le surpoids, parce que dans les facteurs de risque évitables du cancer du sein, le surpoids occupe un, entre guillemets, poids, beaucoup plus important, plus net que simplement l'alimentation. Alors vous me direz, l'alimentation peut contribuer au surpoids, comme le manque d'activité physique, tout ça est lié. Oui. Mais peut-être que le premier élément de mesure d'un mode de vie sain face au cancer du sein, c'est le poids. Et ne sous-estimons pas non plus la consommation d'alcool, on l'a déjà cité, mais c'est encore insuffisamment connu. Le lien entre consommation d'alcool, même en très faible quantité, et cancer du sein, il est clairement établi. Clairement établi. Oui. De toute façon, on parle d'alimentation équilibrée et une alimentation végétarienne. Il existe aussi des aliments ultra transformés qui ne sont pas du tout recommandés dans des catégories végétariennes. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une alimentation saine et d'éviter ces aliments ultra transformés, le sucre, l'alcool, etc. Ouais. Une question dans un autre registre ici qui nous vient de Henriette qui se demande comment planifier le fait de donner naissance après son traitement d'hormonothérapie. C'est une très très bonne question et c'est une question très complexe. On va avoir une étude qui va être publiée et donc en Belgique on collecte ces informations sur effectivement des patientes qui sont en désir d'enfant et qui arrêtent leur hormonothérapie pour faire un enfant.
Donc évidemment, il y a des patientes qui ont leur cancer du sein à 30 ans, qui sont sous hormonothérapie. Elles ne vont pas forcément attendre, si on leur a prescrit l'hormonothérapie, 10 ans pour mettre leur projet en place. On estime que, mais ça doit toujours être discuté avec l'oncologue, donc on fait très attention quand je dis ça, on estime qu'on peut interrompre l'hormonothérapie, mais qu'il faut quand même respecter un minimum de 18 mois de traitement pour avoir un enfant et puis envisager de la reprendre après. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui accepté. Peut-être pas à prendre pour tout le monde, donc il faut bien en discuter avec son oncologue, mais en tout cas, on y travaille. Et je pense qu'on aura plus de données dans les années qui viennent là-dessus, sur la sécurité de faire ça. Mais globalement, les gros centres l'autorisent aujourd'hui. Alors après, il y a aussi les cancers du sein triple négatif, celles qui n'ont pas d'hormonothérapie, ou les HER2 qui n'ont pas d'hormonothérapie. Est-ce qu'elles peuvent avoir un enfant juste après leur cancer? Alors là, je dirais, les premières années, attention, s'il y a récidive dans ces cancers agressifs, c'est souvent les 3 premières années, surtout dans le triple négatif. Donc donnons-nous quelques années de sécurité avant d'envisager une grossesse. Dans les triples négatifs, la grossesse n'est pas délétère sur le cancer, mais par contre, une récidive, juste après avoir donné naissance, c'est des drames humains, évidemment. Donc voilà, à discuter absolument avec votre oncologue, mais la discussion n'est pas fermée. Donc ce sont des choses qui sont envisageables. Ça me fait penser à une autre situation rare également, et heureusement, où la réponse sera aussi nuancée que celle que vous venez de donner, c'est-à-dire en faisant du cas par cas en fonction du type de cancer, de son degré de développement, etc. Mais il y a de rares cancers du sein chez des femmes jeunes qui sont diagnostiqués chez des femmes enceintes. Oui, bon, alors, des drames, oui. Et j'y pense parce que nous avons financé à la Fondation une étude sur le sujet. Donc, ça pose des situations extrêmement difficiles. Dans certains cas, on n'a pas le choix, c'est une interruption de grossesse pour mettre en route un traitement urgent. Dans d'autres cas, on peut combiner grossesse et prise en charge du cancer sans conséquences négatives pour le bébé. Mais c'est vraiment du sur-mesure, du cas par cas. Absolument, et tous ces cas sont d'ailleurs enregistrés. En Belgique, on est très bon là-dedans, on enregistre. On prend systématiquement l'avis d'une et deux personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans. On fait des chimios à des femmes enceintes, on planifie l'accouchement en fonction de notre traitement. Il y a des molécules qui ne peuvent pas être données pendant la grossesse, l'herceptine notamment. Mais donc voilà, on peut donner naissance avec un cancer du sein. Ouais. Ici, on nous demande, puisque le risque de récidive existe, pourquoi la prescription d'hormonothérapie n'est pas à vie? Ah, c'est aussi une très bonne question. Je peux faire une réponse sous forme de boutade. Allez-y. Parce que le risque zéro n'existe pas. Oui, tout à fait. On est de nouveau dans de l'équilibre. Donc, les études qui ont été faites, elles ont été jusqu'à 10 ans. C'est déjà très débattu, le bénéfice jusqu'à 10 ans. Donc, on n'a pas un signe franc qu'il faut mettre jusqu'à 10 ans chez tout le monde. Donc, voilà. Et puis, bon, il y a des effets secondaires. Donc, aller mettre une hormonothérapie à vie, alors que parfois, elle n'est pas bien supportée, ça n'a pas de sens si on n'est pas sûr du bénéfice. Donc, voilà. Encore une fois, une question d'équilibre. D'équilibre, oui, et vraiment à discuter avec l'oncologue au cas par cas, tout à fait. Alors, peut-on espérer pouvoir vivre sa vie comme avant, sans tous les désagréments des effets secondaires causés par les chimios et l'immunothérapie? Didier, peut-être, vous voulez... Je vais peut-être faire également une boutade, mais pleine de respect et de sympathie pour vivre comme avant. Parce qu'un cancer, c'est un moment dans une vie qui détermine, c'est une charnière entre un avant et un après. Et je pense que pour la quasi-totalité des cancers et pour la quasi-totalité des personnes confrontées à un cancer, la vie après n'est jamais entièrement comme la vie avant, et il y a la vie pendant la période des traitements. Alors, Madame Taylor nous a bien expliqué qu'on peut faire beaucoup pour maintenir une qualité de vie pendant les traitements, que ce soit chimiothérapie, que ce soit radiothérapie, pas une qualité de vie idéale. Je ne vais pas dire que les effets secondaires disparaissent à 100% chez tout le monde, mais on a quand même fait de réels progrès en termes de qualité de vie pendant la maladie. Il y a parfois des séquelles à plus long terme.
il y a de toute façon un impact sur les choix de vie, les priorités de vie. Un cancer, c'est une leçon de vie. Ce n'est pas une leçon facile, mais c'est une leçon qui permet de remettre toute une série de choses en question. Et ça peut aussi avoir des bénéfices secondaires en termes de choix de vie après la maladie. Donc, entièrement identique à ce qu'elle était avant, probablement pas. Certainement pas, mais de moins bonne qualité, pas nécessairement. On en a parlé d'ailleurs lors de notre webinaire sur cancer et travail. Donc, parce qu'ici, c'est vrai que la question porte sur les effets, on va dire, physiques, mais il y a aussi toute la partie mentale, et ça, on l'abordera dans notre deuxième session de ce webinaire avec le docteur Janssen. Mais oui, il y a beaucoup de choses à dire sur la vie après. Encore peut-être une ou deux petites questions. Je regarde le timing. Oui, on a ici une question qui nous vient d'Antonia. Je suis en traitement avec du Femara depuis 2 ans et demi. C'est 50 traitements. Y a-t-il du changement dans la durée et d'autres médicaments? Oui, donc le Femara, c'est 5 ans, sauf si on estime qu'il y a un risque très important avec beaucoup de ganglions envahis, etc. Et on peut discuter, comme on l'a déjà dit, d'étendre l'hormonothérapie jusqu'à éventuellement 7 ans. Jusqu'à 10, c'est quand même très débattu avec le Femara. Je dirais que 7, c'est un maximum. À l'avenir, il y aura peut-être les fameux CDK4/6 dont j'ai parlé à la dernière partie de ma présentation. Il y a une des molécules qui est démontrée comme efficace en adjuvant, c'est-à-dire que pour les hauts risques, on mettra peut-être le Femara avec une de ces molécules pendant 2 ou 3 ans. Les données sont précoces, donc pour l'instant, il y a un bénéfice, mais on n'a pas assez de recul. On est à 2 ans de recul. Or, pour les maladies hormonosensibles, il faut bien plus longtemps pour savoir si on va sauver des patientes. Donc peut-être qu'un jour, malheureusement, j'ai envie de répondre, on intensifiera ce traitement. On aimerait bien faire l'inverse, mais peut-être qu'on intensifiera ce traitement. Pour ce qui est de son Femara, elle va devoir le garder jusqu'à 5 ans et puis voir avec son oncologue si ça vaut la peine chez elle de continuer au-delà, ce qui n'est pas forcément le cas. D'accord. Ici, une autre question, je vais vite parce qu'il nous reste peu de temps. Ménopause et prise d'œstrogène, quid? Quels sont les risques de développer un cancer du sein en 2021? Mais donc, le lien entre la prise d'hormones de substitution et le cancer a été établi. Alors évidemment, c'était lié à des hormones qu'on prescrivait pendant longtemps à des grosses doses. Aujourd'hui, je pense que les gynécologues ne prescrivent plus de la même manière et de nouveau font une espèce de... Oui. Voilà. Balance de si la patiente a une qualité de vie épouvantable à cause de sa ménopause, ça peut arriver, si elle n'a pas de facteurs de risque familiaux, etc., ça peut arriver qu'on prescrive encore des hormonothérapies de substitution pour la ménopause. Et l'oncologue ne sera pas choqué par ça. C'est toujours la même chose, le moins, le mieux. Voilà. Oui. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a clairement une augmentation du risque, mais elle est faible. Oui, tout à fait. Donc, à balancer. À balancer. Ah oui. Comme beaucoup. Hein. Le conseil, c'est toujours retourner discuter avec votre équipe soignante et peser le pour et le contre. Alors, est-ce que si on peut encore prendre une toute dernière question? Oui, ici, donc je souhaite suivre les conférences afin de me tenir au courant de l'évolution. Je souhaite savoir comment gérer les effets secondaires qui surviennent par la suite après tous les traitements. Et comment gérer le fait qu'on est plus susceptible d'avoir une récidive. C'est une grande angoisse. Je dirais qu'effectivement, l'après-traitement, la fin des traitements, est paradoxalement vécue par certains anciens patients comme un moment difficile, parce que pendant toute la période des traitements, il y a eu des contacts réguliers avec l'équipe soignante, et c'est important sur le plan médical, mais c'est aussi important sur le plan psychologique, et puis ils tombent dans un trou. C'est peut-être là qu'un service comme Cancer Info de la Fondation contre le cancer peut prendre le relais. Les soignants à domicile, le médecin traitant a certainement également un rôle à jouer, mais effectivement, il y a de nouveaux besoins qui vont se faire jour en cancérologie, c'est le suivi à très long terme des personnes qui ont eu un cancer. Pour vous donner un seul chiffre, tout cancer confondu, on estime qu'il y a plus de 350 000 personnes en Belgique qui ont survécu à un cancer au cours des 10 dernières années et qui survivront encore pendant longtemps pour la plupart d'entre elles. Donc, il va falloir suivre ces personnes sur le plan du retour au travail, sur le plan de la qualité de vie. C'est un nouveau challenge qui nous attend en cancérologie.
Merci à tous les deux. On va terminer sur ce chiffre positif de ces 350 000 survivants au cancer. Voilà, il est temps de clôturer cette première session. On va prendre une petite pause, une trentaine de minutes avant de passer à la deuxième session. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions sur celle-ci, à les envoyer via le chat. Et moi, avant que vous n'ayez vraiment le mot de la fin, je voudrais dire merci à Donatienne Taylor. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Je reviendrai. Merci à tous les deux. Je vais encore vous donner une petite info. On a des masques de la Fondation contre le cancer. Je vous le montre ici. On a fait une action avec des masques pour pouvoir en distribuer auprès de patients. Ils sont en vente sur le site. N'hésitez pas à aller consulter notre site pour cette action. Et si on ne l'a pas mis aujourd'hui, c'est parce qu'on respecte les distances de sécurité. Donc clairement, respectez. Merci de le préciser. Voilà, merci et à plus tard pour la deuxième session.